NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Aujourd'hui, nous recevons Mathis Meichler, le CEO de H Consulting. H Consulting, c'est une agence marketing et communication, alors NFT évidemment, mais aussi tout l'écosystème Web3 qui vient autour des NFT. Vous le savez maintenant, la blockchain, les cryptos et les NFT. Et là, on est à Metz dans les bureaux où il y a Owen Simonin, donc Asher, qu'on a reçu dans un épisode précédent. Et Mathis va nous expliquer cette entreprise, comment elle interagit avec l'écosystème, comment elle inclut les entreprises traditionnelles pour les amener dans le monde du Web3. Alors Mathis, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici à Metz, dans le bureau d'Owen Simonin. Ce qui serait chouette, c'est que tu nous expliques d'abord qui tu es, comment tu es arrivé là, quel est ton parcours, on veut tout savoir. Bien sûr, merci d'être venu nous rendre visite déjà ici. Avec plaisir. Donc voilà, oui, effectivement, moi j'ai rejoint la H Consulting il n'y a pas si longtemps, ça fait à peu près 2 mois maintenant, donc c'est encore très récent. Moi j'ai eu un parcours, je viens d'un milieu, qu'on va dire le milieu plus traditionnel, j'étais pas dans la crypto auparavant. Moi je viens du journalisme, j'ai un parcours de journaliste, D'abord, j'ai commencé à l'époque au journal gratuit Direct Matin, qui était le journal gratuit distribué dans le métro à Paris et dans les grandes villes de France. Et j'étais responsable des pages monde, donc je m'occupais de tout ce qui était l'actualité internationale. Voilà, je m'intéressais à tout ça, la marche du monde. Et ensuite, dans un second temps, je me suis occupé du site web de CNews, enfin d'abord du site web de Direct Matin, qui au bout d'un moment est devenu le site web de CNews quand il y a eu un rapprochement donc entre les deux entités. Et je me suis occupé du web, donc à ce titre-là, en fait, j'ai accompagné la transition vraiment du papier finalement vers le numérique, quoi, puisque je fais partie de cette génération un peu intermédiaire. Qui finalement a grandi sans Internet, qui a découvert Internet au début de l'adolescence finalement. Et qui a commencé à travailler à une époque dans le journalisme où il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux. Moi je me rappelle très bien de la première fois que j'ai entendu parler de Facebook en 2008-2009, je travaillais déjà, donc j'étais à la rédaction, quelqu'un m'en a parlé, je dis c'est quoi ce truc, bizarre, et puis j'étais quand même curieux, donc j'avais essayé. Pareil, à l'époque, c'était moi qui avais créé le premier compte Twitter du journal Direct Matin à l'époque. Donc pareil en 2009, quoi. Donc c'était vraiment le début des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une autre époque où effectivement on avait déjà Internet au travail quand même. On avait l'AFP sur Internet. On n'était plus à l'époque de l'AFP à l'ancienne sur des petits bouts de papier. Mais c'était vraiment le tout début, c'est-à-dire que c'était encore tout récent à l'époque. On a du mal à imaginer maintenant que tout le monde est sur Internet, etc., avec les portables, etc. Mais voilà, à l'époque, c'était encore comme ça. Donc, tu as 39 ans. J'ai 39 ans, ouais, voilà. C'est ça. Donc du coup, on a lancé le site internet à une époque où moi je commençais déjà à m'intéresser au web. J'ai toujours eu en fait une appétence pour les nouvelles technologies. Puis je suis d'une nature assez curieuse, donc je me suis toujours intéressé à tout ce qui était nouveau et surtout les technologies. Déjà quand j'étais adolescent, j'aimais bien bidouiller un peu les ordinateurs. J'avais le PC à la maison, j'achetais des cartes graphiques pour pouvoir jouer aux jeux, etc. Et puis j'ai toujours eu des consoles, les premières Nintendo, les premières Game Boy. Moi j'étais enfant à l'époque où ça sortait, quoi. Donc c'était vraiment le début de tout ça finalement. Donc je me souviens de la Game Boy et il y avait le Tetris qui était un jeu très, très avancé à l'époque. C'est chouette que tu parles de ça parce que maintenant qu'on est dans les bureaux ici, on se rend compte à quel point tu es au bon endroit. Ouais, exactement. Bah oui, je pense aussi. Et donc du coup voilà, je m'intéressais à tout ça. Je me suis toujours intéressé à tout ce qui sortait comme nouvelle technologie. Donc t'as d'abord les jeux vidéo et ensuite Internet est arrivé. Et du coup à l'époque où pas grand monde s'intéressait à Internet, notamment dans le journalisme, c'était encore balbutiant. 20 minutes était quand même un peu plus avancé que nous à l'époque, je me souviens. Et puis moi je me disais, mais il faut vraiment qu'on soit sur Internet, c'est pas possible, il faut qu'on développe quelque chose. Donc j'avais un peu poussé même à l'époque mes rédac chefs à dire ok, il faut faire quelque chose. Et puis donc je m'étais retrouvé à partir de à peu près 2015 à m'occuper du site web. Donc à l'époque il y avait vraiment rien, il y avait tout à faire.
Et en l'espace de 7 ans que j'ai passé là-bas sur le site web, on l'a développé pour en faire un vrai site d'actualité qu'on connaît aujourd'hui, qui est le site de CNews et qui est quand même un site très consulté aujourd'hui. Et à l'époque, on était content quand on avait 1000 personnes sur le site, et puis au bout d'un moment, ça se comptait en millions. Donc, et avant que tu partes, c'était quoi le trafic ? On comptait à peu près, c'était 1, on arrivait à des 10 millions quand il y avait des grosses actus quand même. Et puis sinon, on était autour de entre 2 et 5 millions, je crois, en moyenne. Après, quand il y a eu le Covid, évidemment, il y a eu beaucoup plus de trafic à un moment. Et puis c'était très, c'est l'actualité, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Mais oui, on était content de développer tout ça, puis de développer les réseaux sociaux en parallèle, et puis d'utiliser les outils. Puis petit à petit, on a eu un responsable SEO qui est arrivé, qui nous a bien aidé aussi à continuer à développer les audiences. Et puis il a fallu aussi faire toute la transition avec les journalistes qui, pour certains, avaient un peu peur au fait de s'y mettre, quoi. Ils osaient pas trop. Alors même s'ils avaient souvent de la bonne volonté, parfois c'est juste qu'ils avaient peur de mal faire, en fait. Et donc on les a accompagnés, on a fait tout ça avec nos petits moyens à l'époque qui sont devenus de plus en plus grands, et tout ça pour en faire finalement un vrai site d'actualité. Voilà. Et donc moi j'ai fait ça, et puis donc l'été dernier, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de tout ça. Le site fonctionnait, et puis j'ai décidé de partir. Donc voilà, j'ai quitté mon travail à ce moment-là. Et il se trouve qu'à l'époque, je m'intéressais déjà beaucoup aux cryptos, parce que moi j'avais commencé à m'intéresser aux cryptos dès 2017. Donc c'était juste fin 2017, avant la grosse montée, puis avant le gros crash, quoi, finalement. Donc j'ai vécu tout ça là, les montagnes russes, un peu comme beaucoup de gens qui ont commencé à cette époque-là. Et du coup, voilà, je me suis intéressé à ça. J'ai plongé dedans vraiment à passer beaucoup de temps dessus. Voilà. Je sais que je suis d'une nature curieuse et j'aime bien. Moi, je m'intéresse à quelque chose, et puis quand à un moment j'ai l'impression d'avoir fait le tour, je passe à autre chose. Bon, ce qui est bien avec la crypto, c'est que là, depuis 2017, j'ai pas encore fait le tour, et je suis pas sûr d'arriver à faire le tour un jour. Donc, je suis encore en train de creuser. Et donc j'avais commencé en 2017, et puis là il y a 1 an à peu près, il y a eu l'arrivée des NFT. J'ai commencé à m'y intéresser aussi, notamment il y avait un ami à moi qui m'avait parlé du podcast NFT Morning, donc j'avais commencé à l'écouter. C'est comme ça que j'ai un peu fait ma formation aussi NFT. Merci John Carp. Merci John Carp, ouais, du coup. Et Rémi, merci Rémi aussi, c'est ça. On a fait un chouette épisode avec Rémi, je t'invite à écouter. Oui, très bon, que j'avais entendu effectivement. Et voilà, donc je m'étais un peu formé à tout ça, et puis en fait moi je m'intéressais beaucoup à l'art déjà parce que je viens d'une famille d'artistes, des parents cinéastes, un père photographe, sculpteur. Et donc quand j'ai vu que la crypto et l'art finalement se réunissaient pour faire des NFT d'art et du crypto art, je me suis dit c'est super, c'est les deux trucs qui me passionnent, parmi les 2 choses qui me passionnent le plus, et donc je me suis mis là-dedans. Quel plaisir d'entendre que tu parles de crypto art et non pas de collectibles, c'est-à-dire à chaque fois les crypto-punks et autres qui ont leur utilité, c'est un secteur d'ailleurs très intéressant. On pourrait un jour faire un épisode là-dessus, mais nous on parle ici d'art. Moi je suis artiste, toi tu collectionnes donc l'art, puis tu viens d'une famille. Alors ton père est photographe, et on dit que l'année 2022 c'est l'année de la photo pour les NFT. Et il était temps d'ailleurs, et on voit maintenant apparaître ces créateurs, des photographes partout sur les plateformes, et j'adore ça, c'est génial. Tu n'as pas fait des NFT ? Pas encore. J'ai déjà créé moi des NFT avec des photos de lui pour tester, et puis j'ai aussi créé des NFT avec des films expérimentaux qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait beaucoup de cinéma expérimental aussi, et je trouve que ça colle très bien au NFT parce que c'est des formats courts, et qu'il y a une dimension aussi de sauvegarde qui est importante dans le cinéma expérimental, parce que c'est un patrimoine qui est menacé toujours de disparition, et là les mettre sur la blockchain, moi je trouve que c'est intéressant, donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussi. Oui, et il est photographe numérique ou il a travaillé... Non, il est photographe, il en fait moins maintenant, mais il a fait de la photo argentique, noir et blanc surtout, mais surtout là il a fait beaucoup de photos dans les années 70, 80, 90 surtout, il a fait beaucoup de photos comme ça. Parce que nous on a été approchés par des gens qui ont une collection, alors je peux pas dire qui apparaît sur les négatifs, tu te souviens, c'est négatifs en fait, qu'on mettait dans des dias pour projeter, et ils ont une collection qui appartient à leur grand-père, qui était un personnage assez emblématique, et donc ils veulent faire des collections de NFT à petites éditions et je trouve que c'est chouette d'aller rechercher des archives et de les mettre sur la blockchain et de leur donner une seconde vie. Je trouve qu'en fait ça a quelque chose de magnifique en fait. Et d'avoir une optique de sauvegarde du patrimoine, ce que tu disais, ça c'est vraiment, j'y avais même pas pensé. C'est vrai, quand on l'installe sur la blockchain, logiquement c'est pour l'éternité, donc c'est quelque chose de puissant en fait. Oui, tout à fait, effectivement. Parce qu'on peut même imaginer des rushs de films,
enfin des scènes exclusives. Ouais, du coup, ça donne. Moi, j'aime bien l'idée de prolonger la vie. Oui, parce que finalement, il y avait eu l'étape un peu d'abord de la numérisation de tout ce qui était argentique qui permettait de le sauver, parce que l'argentique, c'est fragile, ça prend la lumière, ça peut disparaître. Le numériser, déjà, c'était une première étape pour les sauvegarder. Et je pense qu'effectivement, une fois que c'est numérisé, la blockchain, c'est encore l'étape supplémentaire pour vraiment les sécuriser. Et je pense que là, il y a des choses intéressantes à faire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va faire un podcast avec la fille de Claude Lelouch sur l'évolution du business model du financement du cinéma. Donc c'est intéressant aussi parce que le financement, il peut venir de par le film, mais aussi de toute la matière qu'on a autour du film. Alors, donc je reviens à ton histoire parce que ça m'intéresse beaucoup. On n'est qu'au début, c'est déjà passionnant. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que tu es rentré dans l'écosystème crypto, blockchain, NFT par l'art, en fait, par le goût du beau, par les belles images. Et ça me touche parce que c'est exactement comme ça que je suis rentré aussi dans l'écosystème. C'est en me disant, c'est en approchant tout ça par les NFT d'art, les belles images, etc. Et après, ça m'a fait comprendre qu'on gagnait de la crypto quand on vendait en tant qu'artiste. Mais alors, c'est quoi des Ethers, puis c'est quoi de la crypto, et puis c'est quoi une blockchain? Et qu'est-ce qu'on en fait de cette crypto? Et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et on rentre dans le rabbit hole, comme disent les Anglais, dans le terrier du lapin blanc, et on déroule tout cet univers qui est presque sans fin en termes de connaissances. Et te voilà maintenant dans H Consulting, donc une agence qui conseille les entreprises. Attends, tu sautes un mouton là. Oui. Comment es-tu arrivé ici? Voilà, t'es pas encore arrivé jusque-là. Donc du coup, je m'intéressais à tout ça. J'ai quitté donc mon travail l'été dernier. Et puis voilà, je regardais un peu. Du coup, j'avais beaucoup de temps libre en fait à ce moment-là. Donc j'ai encore plus plongé effectivement dans le terrier du lapin blanc, à vraiment creuser tout ça, les NFT, etc., à traîner sur les Discord, les Telegram, écouter tous les podcasts, aller sur toutes les plateformes, etc. Et au bout d'un moment, c'était sur Twitter en fait, j'ai vu passer une annonce de Asher qui disait qu'il recherchait quelqu'un qui connaisse les médias, quelqu'un qui connaisse la crypto, qui s'intéresse à tout ça pour rejoindre la H Consulting. Et j'ai répondu au message, j'ai envoyé un mail du coup à celui qui est devenu mon collègue Maxime, et il m'a répondu quasiment tout de suite. Et puis une semaine après, je me retrouvais à Metz, parce que moi je suis de Paris. Une semaine après, je me retrouvais à Metz à rencontrer donc Owen et Maxime, à discuter avec eux. Le courant est bien passé, j'ai bien aimé leur énergie, j'ai trouvé qu'ils avaient un beau projet derrière et qu'il y avait quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Et donc du coup, je les ai rejoints pas longtemps après. Et donc voilà, depuis 2 mois, du coup, je travaille avec Maxime à la H Consulting. Voilà. Et Maxime, il fait quoi? Alors, il fait un peu. Pour l'instant, on est 2, donc on se partage un peu le travail de manière équitable. C'est-à-dire que c'est un travail de marketing. Donc voilà, pour présenter un peu la H Consulting. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne. Alors notre cœur de métier, on va dire, parce qu'après c'est très large et c'est amené à se développer. Notre cœur des métiers, c'est vraiment d'accompagner les projets, et les partenaires issus du monde de la crypto, issus de la blockchain. Donc ça peut être de la crypto et des NFT, tout ce qui est lié à la blockchain. Finalement, on est spécialisé là-dedans, et de les accompagner pour qu'ils puissent se faire connaître. Voilà. Après, on fait ça, c'est le cœur de métier, c'est-à-dire qu'on les aide à communiquer par le biais des influenceurs. Par le biais des influenceurs, ouais. On les aide à communiquer par le biais des influenceurs, par le biais des médias crypto, mais aussi les médias généralistes quand les projets s'y prêtent, parce qu'il y a certains projets effectivement qui peuvent intéresser le grand public, même le public qui connaît pas forcément la crypto. Et puis après, ça peut être très large, hein. Ça peut être de la radio, ça peut être des podcasts, ça peut être de la télévision, ça peut être des affiches dans les gares. Voilà, tout est possible. Mais là où vraiment on a tout, et là où on est très fort, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'écosystème crypto, avec Owen qui est derrière, et donc du coup on est capable de mobiliser tout le monde, et de pouvoir les aider à se faire connaître, quoi. Donc du coup voilà. Tout à fait. Et donc les clients, quand ils arrivent chez vous, donc en général ils vous connaissent, puisque... Alors voilà. Alors en fait déjà nous on aime bien parler de partenaires plus que de clients, ouais. Justement parce que en fait quand on décide d'accompagner du coup des partenaires, c'est pour s'inscrire sur le long terme. L'idée c'est pas juste c'est pas de gagner de l'argent. Voilà, évidemment c'est un travail, on est là pour ça aussi. Mais le but c'est vraiment d'aller vers ce qui nous plaît et de les accompagner et de leur permettre de se faire connaître. Et du coup que tout le monde en profite, qu'il y ait des gens à l'arrivée qui découvrent les projets, qui découvrent ce que font ces gens-là, et qui puissent en profiter aussi.
Donc voilà, donc, quand ils viennent nous voir, donc, ça peut être par l'intermédiaire d'Asher, évidemment, puisqu'il reçoit beaucoup de demandes. Hein, en fait, l'H Consulting est né en fait, d'un besoin, finalement. C'est que Asher recevait énormément de demandes, évidemment, puisqu'il est un peu le représentant de la crypto en France. Oui, il faut dire aussi qu'il a plus de 500 000 abonnés, je crois, sur sa chaîne, mais je crois qu'avec tout confondu, il y a un million de followers, en fait. Hein. Exactement. Et donc, il reçoit énormément de demandes tous les jours. Et c'est intéressant que tu dis ça. En fait, on voit bien, alors ça, c'est typiquement une entreprise qui naît d'un besoin très concret de milliers de personnes qui disent aidez-moi dans ma stratégie. Comme Just Mining qui est parti au départ d'un auditeur, d'un auditeur qui a exprimé un besoin. Et là, c'est ce que tu nous dis aussi. Donc, c'est les clients qui étaient les partenaires qui étaient en demande et vous avez répondu à la demande. Effectivement. Donc, Owen, au bout d'un moment, s'est rendu compte que il y a beaucoup de gens qui viennent le voir pour lui demander des conseils, pour lui demander comment ils peuvent se faire connaître, comment ils peuvent communiquer, etc. Owen, évidemment, au bout d'un moment, ne pouvait plus gérer tout ça. Et il s'est dit, je vais créer une agence, l'H Consulting, qui va permettre en fait, de prendre tout ça et de gérer tout ça. Donc voilà, face à une demande justement qui était énorme, quoi. Et donc du coup, notre travail maintenant, et c'est le luxe qu'on a en fait en tant que H Consulting, c'est de pouvoir choisir les partenaires. C'est-à-dire qu'on a énormément de demandes, donc on n'a pas besoin d'aller chercher des partenaires. Voilà, nous en fait notre travail déjà c'est que on fait un énorme travail de tri et de recherche sur tous les projets parce qu'évidemment on est dans le monde de la crypto, le monde des NFT. Il y a beaucoup de bons projets, mais il y a presque encore plus de projets un peu douteux parfois, des gens qui sont là pour faire de l'argent. Voilà, des opportunistes, il faut le dire, et clairement, ce sont des opportunistes qui se disent il y a de l'argent, il y a une hype, je vais en profiter, je vais lancer un projet, à la limite, peu importe le projet, mais je vais faire du buzz, ça va attirer des investissements, de l'argent, et après je vais me barrer avec la caisse. En plus, Asher va faire ma promo. Voilà, exactement. Donc ça, effectivement, nous, notre travail, c'est justement, puisqu'en plus de ça, on engage non seulement l'image de l'H Consulting, mais donc l'image de Asher et l'image derrière de tous les partenaires influenceurs et médias avec qui on travaille. Donc quand on décide de partir d'accompagner un projet, on doit être sûr que c'est un projet qui est un projet de qualité, qui est un projet qui s'inscrit sur le long terme et qui est un projet qui a une vraie utilité ou qui va intéresser vraiment les gens et qu'à l'arrivée, tout le monde, tous les interlocuteurs, toutes les parties prenantes soient satisfaites en fait. Oui, d'ailleurs, pardon, je réinsiste encore sur le fait que même moi j'ai connu les startups internet au début des années 2000 et c'était n'importe quoi. Les gens disaient je vais monter une startup, on va lever de l'argent. On retrouve ça un peu maintenant dans l'écosystème aussi Web3, crypto, et il faut dire aux gens alors ça fait dire aux gens il y a une bulle. Mais cette histoire de bulle, évidemment qu'il y a une bulle, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'intérêt que les gens ont compris que ça allait changer le monde et donc il y a des envies, il y a de l'investissement qui rentre. Donc vous êtes là pour faire le tri, pour dire nous, a priori ça, on n'y croit pas, c'est un mauvais projet opportuniste. En revanche, il y a heureusement plein de bons projets, très sérieux, faits par des gens qui ont vraiment envie de changer le monde, et donc c'est ceux-là que vous identifiez. Exactement, il y a énormément de beaux projets, et ce qui est vraiment très intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, la blockchain, on peut à peu près tout faire dessus. C'est un outil, c'est une plateforme, dessus, on peut faire de l'art, on peut faire de la finance décentralisée, on peut faire des projets, même des projets écologiques, contrairement à beaucoup de gens qui disent que ça pollue, etc. Mais ça, c'est une petite partie de la chose. Mais tout est possible, en fait. Donc, ça peut être lié au sport, ça peut être lié au cinéma, ça peut être lié à n'importe quoi. Donc, en fait, même à la science, on a vraiment tout type de projets. Et de plus en plus aussi des projets plus, on va dire, venant du monde traditionnel. On a des grandes marques de luxe, des grandes marques de prêt-à-porter qui viennent nous voir et qui se disent, il y a quelque chose qui se passe, on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas comment y aller. Ils viennent alors qu'ils ont un projet, donc ils cherchent de la com, ils ne viennent pas vous voir pour la réflexion du projet. Alors il y a un peu les deux, ça dépend. On a vraiment tout type d'état. Il y a des projets qui sont pas encore lancés, qui viennent nous voir, et là qui ont besoin de plus de conseils, parce que c'est aussi ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire que nous on fait du marketing et de la com, mais on a aussi une dimension de conseil, et d'ailleurs quand on accompagne un projet pour faire du marketing ou de la com, on n'hésite pas non plus à leur donner des conseils sur peut-être que ça vous devriez le faire différemment,
différemment, plutôt une plateforme etc. En marque blanche que publique, oui. Oui, ou choisissez plutôt telle blockchain. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette blockchain-là? C'est peut-être mieux d'en prendre une autre. Peut-être que cette blockchain-là, elle est plus écolo et c'est mieux. Peut-être que cette blockchain-là, elle est pas... Il y a moins de frais. Que personne ne l'utilise. Pourquoi vous la prenez? Voilà, on n'hésite pas à leur donner des conseils. Et puis, parce qu'on connaît bien, justement, on connaît bien les passionnés et les gens de l'univers de la crypto. On sait quelles sont leurs attentes. On sait comment ils jugent des projets comme ça. Et on sait très bien comment ça va être reçu derrière. Ça, c'est important que tu dis ça, parce que nous, on dit tout le temps, attention, il y a des codes dans cet univers. Dans tous les univers, il y a des codes, mais encore plus, je dirais, dans le Web3. Et là, il y a un code sur l'environnement. Alors, moi, je parle tout le temps de la blockchain Tezos, parce que tu parlais d'une blockchain favorable à l'environnement, c'est-à-dire qui émet très peu de CO2 pour son fonctionnement. Et je sais que moi, pour avoir vendu des NFT, pour en acheter aussi sur Tezos, il y a le hashtag CleanNFT qui a été extrêmement populaire dans tout le monde entier depuis 1 an déjà, et donc on sait quand on est créateur que quand on se met sur Tezos, on peut revendiquer le hashtag CleanNFT, c'est-à-dire mon NFT n'a pas d'impact environnemental. Tout à fait, on a quelques blockchains, effectivement, c'est vrai que le grand public, les gens qui n'ont pas encore vraiment creusé la question, et certains médias ont tendance à présenter, effectivement, à dire Bitcoin ça pollue, Ethereum ça pollue. Effectivement, il y a déjà des blockchains comme Tezos, comme NIR, comme Solana, qui sont beaucoup moins énergivores, et même Ethereum, qui est la principale blockchain pour la NFT, dans quelques mois, elle sera aussi clean, puisqu'ils sont en train de changer complètement leur infrastructure pour justement éviter que ce soit trop énergivore. Donc ça, voilà, c'est un problème qui pour moi est temporaire et qui est amené à évoluer. Et puis même sur le Bitcoin, effectivement, il y a quand même des efforts qui sont faits pour utiliser des énergies plus vertes, et effectivement, si avec la même énergie consommée, si on utilise des énergies vertes et pas du charbon, ça change tout déjà. Donc c'est pas tellement la question de la quantité d'énergie aussi utilisée, c'est aussi quelle énergie on va chercher. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse. Une parenthèse hashtag planète. Mais donc, pour revenir aux clients, est-ce que quand ils arrivent, ils ont des objectifs bien définis, ou c'est votre rôle aussi de les aider à définir leurs cibles, leurs objectifs, leurs canaux? Donc en fait, explique-nous un peu comment ça se passe. J'imagine que c'est chaque fois différent, bien sûr, mais je veux dire... En fait, ce que j'ai envie que tu te dises, mais je ne connais pas la réponse. Est-ce que tu crois que c'est comme dans le Web 2, qu'il y a des process à suivre, ou dans le Web 3, c'est beaucoup plus organique et il faut réfléchir en fonction du projet et de la cible? Alors c'est un peu entre les deux en fait. C'est que effectivement il y a des codes, et justement, alors ça dépend justement si on a des gens qui viennent nous voir, par exemple, je sais pas, un projet de finance décentralisée avec des gens derrière qui sont très pointus. Tu les emmènes pas sur Instagram? Alors pas forcément sur Instagram, non, ce sera pas forcément le meilleur canal pour eux, effectivement. Voilà. On a des projets avec des gens qui sont vraiment dans le milieu, qui sont complètement immergés dans le milieu crypto, qui sont même crypto natifs. Effectivement, là, c'est pas à nous de leur apprendre quels sont les codes et comment ça marche. Nous, là, on va les accompagner en leur faisant bénéficier finalement des liens privilégiés qu'on a avec l'écosystème crypto. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans ces cas-là. Après, effectivement, on a, quand c'est, je parlais tout à l'heure des marques de luxe ou de prêt-à-porter, c'est des marques qui n'ont pas les codes, c'est des entreprises qui n'ont pas les codes du Web3. Il y a des choses très précises quand on communique sur le Web3. Par exemple, Discord, ça a accompagné vraiment l'essor du Web3, quoi. Ça existait, finalement, c'était pas utilisé avant, et c'est quelque chose qui l'a accompagné. Il y a des canaux comme ça. Pardon, je te coupe, parce qu'il faut expliquer aux gens, il y a des gens qui ne connaissent pas Discord, parce qu'effectivement, avant de rentrer dans l'écosystème crypto NFT, on ne connaît pas vraiment Discord. C'est un réseau social qui est extrêmement complexe, qui est complet, c'est plutôt ça, parce qu'on peut interagir avec une grosse communauté, des milliers de membres, on peut créer des channels de discussion, des channels d'interaction, etc. Il y a même aujourd'hui des spécialistes de managers Discord qui sont même difficiles à trouver, mais tous les projets NFT utilisent un Discord. Hein, oui, mais après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis il y a des milliers de personnes, encore faut-il qu'il y ait des milliers de personnes sur les Discord. Et ça, c'est une vraie stratégie de trafic. Ouais. Et moi, je suis pas sûre que je conseillerais un Discord à tout le monde. Alors ça, justement, nous, on peut être amené sur certains projets, justement, à aider les projets à trouver des gens qui vont s'abonner à leur Discord. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, si un influenceur va faire une vidéo pour parler d'un projet,
il va leur dire voilà, on sait qu'automatiquement derrière il y a des gens qui vont aller sur le Discord, ou alors on peut même dire voilà, il y a le Discord, vous pouvez y aller, etc. Oui. Voilà. Donc ça fait partie de la stratégie. Après on sait très bien que bon, il y a Discord, on en a parlé, et puis il y a Telegram qui est très utilisé. Oui. Twitter aussi est devenu le réseau social de référence pour ceux qui sont dans la crypto, alors qu'au contraire un réseau social comme Facebook ou Instagram, on en parlait. Alors Instagram ça marche pour l'art un petit peu, certains, oui. Mais c'est pas le réseau majeur. Voilà, donc il y a vraiment des canaux comme ça particuliers, et puis derrière il y a les codes, il y a la façon de s'exprimer, il y a la façon de parler aux communautés, et aussi forcément on s'adresse à des communautés. Le Web3 c'est ça, c'est des communautés, donc la blockchain, en fait, les NFT surtout, rassemblent des communautés. C'est ça la grande force des NFT finalement, que ce soit même dans l'art. Ce qui est génial d'ailleurs dans l'art NFT, c'est que, voilà, moi je vous donne mon exemple. Quand j'ai commencé à collectionner des œuvres d'art à l'époque, comme Ether, il y avait des frais de gaz très élevés, pour me faire un peu la main pour regarder ce qu'il y avait, je suis allé sur Iketnunk, sur les conseils justement encore une fois de John Karp. J'ai commencé à collectionner des NFT sur Iketnunk, sur Tezos. Et très vite, on se rend compte qu'on peut interagir avec les artistes, que ce soit via Twitter ou via... puis les artistes savent qui collectionne leurs œuvres. Et puis nous, on peut voir aussi ce que font les artistes en temps réel. Donc, et puis c'est très facile de communiquer avec eux, donc ça crée des communautés, que ce soit des communautés entre artistes ou des communautés entre les artistes et leurs collectionneurs. Tout à fait. Ou même des communautés entre collectionneurs, tout est possible. Voilà, et puis il y a des communautés dans les communautés, c'est-à-dire que dans les NFT d'art, il y a ceux qui sont très Ethereum, il y a ceux qui sont très Tezos. Ouais. Moi aussi, pour avoir exploré Iketnunk, qui est un mot en latin pour ceux qui ne connaissent pas, Iketnunk en latin, ça veut dire ici et maintenant, et c'est surtout une place de marché NFT qui est adossée à la blockchain Tezos. C'est les fameux hashtags Clean NFT. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont emparés de ça. Et donc ça, c'est vraiment une communauté aussi très soudée, hein, celle de Iketnunk, qui on retrouve dans object.com aussi. On vous conseille d'aller voir. Et ils sont très soudés, quoi. Et c'est vrai, dans moi qui viens de l'art traditionnel, on retrouve pas la solidarité entre les artistes avec les collectionneurs, alors que là, il y en a vraiment. C'est-à-dire, les artistes peuvent dire aidez-moi, je galère là sur tel et tel point. Il sera immédiatement aidé par toute la communauté. Ouais, c'est ça. Vraiment, on a vu plein d'exemples d'artistes qui sont arrivés, qui n'avaient même pas un Tezos, qui ne savaient pas. Parfois même, il y a d'autres artistes qui leur disent tiens, je t'envoie des Tezos, comme ça tu vas pouvoir minter tes premières œuvres. Il y a vraiment une solidarité, quoi. Et c'est ça qui est bien. L'aspect communauté, solidarité, c'est vraiment le bon côté de tout ça, quoi. C'est ce dont on se rend compte une fois qu'on a mis vraiment les pieds dedans, finalement, parce que de l'extérieur on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vrai que parfois c'est dommage parce que beaucoup de gens ont une image un peu négative des NFT, de la blockchain, etc. Alors que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont des valeurs très positives. Tout à fait. Et que du coup, c'est que en y participant qu'on peut vraiment s'en rendre compte, quoi. Oui, il y a des articles, il y a des galeries qui assassinent les NFT parce qu'ils ne savent pas. Ils focalisent sur les fameux collectibles. À chaque fois j'en parle, mais c'est vrai. Peut-être parler de cet article avec un grand directeur de galerie à Bruxelles qui a dit c'était très virulent dans un grand quotidien belge. Oui, il y a ce directeur de galerie qui a assassiné les NFT en disant c'est un produit fait par des escrocs pour abuser de gogos qui vont perdre tout leur investissement. Et en fait, il parlait des fameux collectibles, quoi, c'est-à-dire les 10 000 pièces de les singes, tout le monde a vu les Bored Ape, les CryptoPunk, tout le monde connaît. Ça encore, ce sont des beaux projets que j'aime beaucoup, mais tous les jours, il y a des milliers de projets comme ça qui sortent, ou des centaines en tout cas, tous les jours, et qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils font ça, on sent bien que c'est vraiment abuser d'une hype particulière, prendre de l'argent et partir. Et donc là, oui, je comprends, c'est critiquable, mais venant d'une galerie d'art qui n'a pas compris qu'il y avait des milliers de grands artistes, de bons artistes, on parlait de la photo. Et pas que, des milliers de clients potentiels. Et des milliers de collectionneurs qui achètent des œuvres, qui sont heureux. Qui veulent dépenser leur crypto et qui... Enfin, aujourd'hui, ça devient incompréhensible, quoi. C'est ça qui est beau, effectivement, c'est que ça, les NFT, le crypto art, enfin l'art NFT en particulier, ça marche dans les deux sens. C'est qu'à la fois, on a des gens qui étaient dans la crypto et qui arrivent vers l'art, qui s'intéressent à l'art grâce aux NFT, parce qu'ils se disent effectivement, j'ai des cryptos, je peux acheter des NFT d'art, et donc ils vont le faire, et du coup ils vont commencer à s'y intéresser, et puis ça va les amener vers l'art. Et d'autre part, on a des gens qui s'intéressent à l'art et qui vont aller vers la crypto parce que du coup, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe et que finalement, si on regarde, et je suis certain comme beaucoup qui s'intéressent à ça, que dans quelques années, on se rendra compte que c'était un nouveau courant artistique à part entière. Et finalement, on se rend compte qu'il y a eu les mêmes critiques. Les impressionnistes, au début, ils ont été critiqués de la même manière et c'était exactement les mêmes reproches qu'on fait aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, quand on parle de l'art et quand on parle de la spéculation, finalement, si on regarde bien l'histoire de l'art, là encore,
les grandes collections d'art, elles se sont faites aussi par des gens qui ont acheté, revendu des œuvres et qui ont fini par monter des collections. Il y a toujours eu de la spéculation, et puis quand dans l'art contemporain, on n'en parle même pas, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de spéculation, des gens qui achètent des Warhol ou des Basquiat pour des fortunes. C'est pas du tout nouveau, quoi. Donc voilà, c'est... Ouais. Bon, je sens que vous allez devenir copains, vous deux. Revenons à H Consulting, je vais recadrer le débat. Non, mais ce qui m'intéresse aussi chez H Consulting, c'est où ça commence et où ça s'arrête. Est-ce que vous faites de la recommandation, ou est-ce que vous entrez dans le dur aussi, les mains dans le cambouis, à gérer des Discord ou des Twitter, ou est-ce que vous faites ça? Alors pour l'instant, on le fait pas. En fait, pour tout vous dire, pour l'instant, là, H Consulting, on a Owen qui est derrière, qui nous aide, mais au jour le jour, pour le fonctionnement au quotidien, il y a moi, il y a Maxime. Moi, je suis arrivé il y a 2 mois. Maxime, jusque-là, il gérait tout, tout seul quasiment. Donc voilà, on est 2, donc on n'a pas encore les moyens de faire tout ça. Après, effectivement, on a un potentiel qui est énorme. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé dans cette aventure-là. C'est que quand tu regardes ce que les gens nous demandent, les besoins, justement, que ce soit des projets ou les attentes qu'il y a derrière, il y a tout à faire. Donc effectivement, à terme, nous, ce qu'on aimerait, c'est se développer pour devenir une vraie agence de relations de presse, une vraie agence PR, comme on dit, marketing, et d'être capable de tout faire, de faire du conseil, voilà, d'apporter en fait l'expertise qu'on a. Alors Maxime, lui, il est plutôt expert sur tout ce qui est finance décentralisée, par exemple. Moi, j'ai une appétence pour les NFT. Et puis, mais bon, on s'intéresse à tout. Dans le milieu crypto, on est obligé de s'intéresser à tout. Donc, tout est interconnecté, de toute façon. Tout est connecté, voilà. Ouais. Donc voilà, nous, on a cette expertise-là, qui va de l'expertise purement technique à l'expertise du coup médiatique, l'expérience en communication. Et on peut la mettre à profit de plein de manières différentes, en fait. Donc on a plein de projets. Et, d'ailleurs, on est en train de recruter. Donc voilà, je lance un appel. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que du coup, j'en profite pour dire que, parce que j'en ai parlé avec d'autres gens dans le milieu de la crypto sur d'autres projets. Les gens n'osent pas? Non, c'est difficile de trouver des gens finalement, parce que c'est que trouver quelqu'un qui vient des milieux entre guillemets une fois traditionnels, donc que ce soit pour nous en l'occurrence des gens qui viennent plutôt des médias, de la communication, etc. Mais j'avais rencontré des gens qui étaient dans des projets artistiques et qui disaient voilà, c'est dur de trouver des gens qui sont à la fois qui connaissent à la fois leur domaine de prédilection, que ce soit les médias ou l'art ou n'importe, et qui a à la fois une appétence pour la crypto et des connaissances là-dedans. C'est-à-dire que finalement, ça reste assez rare d'avoir des gens qui marient les deux, quoi. Donc trouver des profils comme ça qui regroupent tout, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais je trouve que ce que tu dis est intéressant, parce que je l'ai dit dans un autre podcast, j'ai oublié lequel, sinon j'en ferai la promo, c'est qu'en fait, dans la blockchain, il y a besoin de toutes les compétences. Pas que de développeurs, pas que de financiers. Il y a besoin de toutes les compétences sur lesquelles on met un calque de compétences blockchain. Et donc, moi, je reçois souvent des messages de femmes qui me disent « Mais comment t'as fait ?» J'ai pris de mon temps et de mon énergie. Et en fait, mais je reste ce que je suis. Je ne suis pas devenue développeuse, je reste une marketeuse, communicante, et je n'ai pas l'intention de faire autre chose. Et en fait, je trouve que ton discours est assez rassurant, pour autant qu'on mette le calque blockchain sur ses compétences. Oui, mais c'est comme aujourd'hui, un site web. Aujourd'hui, pour faire un site web, qui imagine une seconde qu'il faut des compétences techniques, en fait. C'est un outil de communication, le site web, et vous vous positionnez déjà pour dire, mais dans le Web 3, vous avez besoin de communiquer. Il y a des codes à comprendre, il y a des outils que vous maîtrisez, et puis, ou alors il y a toute une équipe derrière que vous pouvez mettre en place. Mais c'est ça, c'est faire passer le message qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Après, c'est la fameuse devise un peu qu'on a dans les milieux blockchain, NFT, etc. C'est do your own research, DYOR, tout le monde dit ça, et c'est vrai. Quand on commence là-dedans à s'intéresser à la crypto, il faut pas hésiter à télécharger un wallet, à commencer à bidouiller. Alors il faut pas prendre trop de risques dès le début, évidemment, il faut faire attention, mais il faut tâtonner, et puis c'est en faisant qu'on y arrive, quoi. Et finalement, effectivement, il n'y a pas besoin d'être codeur ou développeur là de plus en plus, parce que finalement c'est presque plus facile aujourd'hui de trouver des codeurs ou des développeurs pour les projets blockchain. Ça, il y en a. Par contre, des gens qui ont des compétences issues des milieux, on va dire, traditionnels, et qui s'intéressent à ça, ou qui même
ou qui même estiment qu'ils ont les capacités pour le faire. Il y en a peu, alors que finalement, effectivement, comme vous l'avez dit, il suffit un peu de s'y intéresser et il n'y a pas besoin d'être un expert total. On apprend aussi sur le tas, on apprend en faisant, on apprend au fur et à mesure. Mais je trouve que ton exemple est assez inspirant. Donc tu quittes ton job en août. Ouais, à peu près, ouais, septembre, ouais, c'est ça. Et 6 mois plus tard, tu rentres dans à l'Age Consulting, ouais. À l'Age Consulting, qui fait partie de la référence blockchain crypto en France. Ouais. Et donc, c'est 6 mois de ton temps. Finalement, dans une vie, c'est pas grand-chose. Bon, il se fait que toi, tu avais du temps, mais on n'est pas obligé de changer de boulot du jour au lendemain. On peut se dire, ok, nous, c'est ce qu'on s'impose. Enfin, Benjamin, plus, mais moi, j'essaye de m'imposer 1 heure par jour de lecture, en plus du boulot, en plus de notre job de tous les jours, de se dire, ok, je lis ces articles-là. Et parfois, c'est à 23h et on n'a pas envie. Oui, c'est de l'apprentissage permanent, continuel, en fait. Long life learning, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est assez stimulant quand on s'y met, mais je comprends que pour plein de gens, ça soit lourd à envisager. Mais en tout cas, je trouve que c'est un exemple, ton parcours. En fait, effectivement, il faut avoir la curiosité, et puis si on a cette curiosité-là, après c'est facile. Et puis ce qui est bien aussi avec les cryptos et la blockchain, c'est que quand on commence à creuser tout ça, en ayant cette curiosité-là, ça amène à remettre en question aussi plein de choses, enfin à se poser des questions surtout sur plein de choses. Sur l'économie, par exemple, c'est quand on commence à s'intéresser à la crypto qu'on va se demander, par exemple, c'est quoi la valeur d'une monnaie, et que il y a plein de gens qui disent oui, mais la crypto, je comprends pas, pourquoi est-ce que ça a de la valeur, ça n'a aucun sens. Et là, tu leur réponds. Voilà, et là, tu peux répondre, tu leur poses la question, mais est-ce que tu sais pourquoi l'argent a de la valeur? Et là, personne n'a la réponse, parce qu'en vrai, même les économistes ne le savent pas vraiment. Bon, ça c'est sûr. Ça, c'est encore un autre podcast qu'on pourrait faire sur la valeur des crypto-monnaies. Alors, H Consulting, concrètement, on est une entreprise. On vient vous voir. On a envie de faire une série de NFT, par exemple. Alors, il peut y avoir le NFT, le social token. Ça peut être un NFT pour fidéliser une cible, fidéliser des clients, leur proposer des choses intéressantes, des expériences aussi. Ça, vous êtes conseil sur tout cet aspect stratégique. Donc ça peut être tous les secteurs finalement. Ça peut être tous les secteurs, effectivement. Tu as des exemples? On a travaillé, alors parmi les clients principaux, on a travaillé avec Sorare, donc qui est assez connu, hein, qui fait les NFT football, ce qu'on appelle souvent le panini du NFT. Oui, qui est bien plus que ça d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup Sorare et c'est un véritable jeu. Et c'est un jeu derrière, qui est même extrêmement complexe, avec des ramifications partout. On joue en fonction des performances des vrais joueurs dans la vie. Donc si hier Mbappé a marqué, alors ça met une... D'ailleurs, il y a plein de jeunes qui font de la spéculation. D'ailleurs, on peut spéculer sur les cartes. Rappelons que Sorare est la licorne qui a levé 600 millions d'euros récemment. C'est la gloire française du NFT. Donc vous avez travaillé pour eux. Et c'était quoi la mission là? Alors ça, c'était avant que j'arrive. Ils nous ont aidé à communiquer sur Sorare. Évidemment, Sorare, là, pour le coup, ils avaient déjà un projet qui effectivement était déjà, qui existait déjà. Donc voilà, on n'était pas... plein de prétextes de com en plus. Effectivement. Et après, on a travaillé, alors ça c'était avant que j'arrive aussi, moi ça fait que 2 mois, hein, mais avec Binance, avec Elrond, qui est très lié à tout l'écosystème aussi, qu'on suit depuis longtemps. On a travaillé avec pas mal de clients comme ça. Récemment, après, on a travaillé avec sans forcément citer tous les noms, avec des projets qui sont dans la musique, qui veulent monter des projets un peu de plateforme musicale NFT. On a des projets plus de finances décentralisées. On a des projets même des projets d'immobilier dans le métaverse, par exemple. C'est-à-dire des projets qui proposent d'acheter à tout un chacun, d'investir un peu, une partie, et puis d'avoir un revenu. Par exemple, en fait, ça permet on achète un land. Et grâce à un token, en fait, on peut fractionnaliser, parce que ça aussi c'est quelque chose qui se fait beaucoup grâce au token, c'est fractionnaliser pour pouvoir partager des achats. C'est-à-dire que plein de gens qui ont un peu de token, même si on veut mettre juste 5 €, 10 €, 20 €, on se met à beaucoup et on va investir dans quelque chose. Donc là, un projet par exemple qui va pouvoir investir dans des lands dans le métaverse, et ça va générer des revenus, et ensuite derrière on va recevoir des revenus, quoi. Donc ça, par exemple, voilà, ça c'est un projet qui s'appelle MetaMakers qu'on a commencé à suivre. Mais tu fais ça avec Exclusible? Et Exclusible aussi. Exclusible, ils ont aussi cette dimension-là. Exclusible, ils ont aussi plein de projets. Alors c'est pas forcément que de la fractionalisation.
fractionnalisation, mais c'est effectivement lié au métaverse. Oui, parce qu'on a reçu le fondateur de Exclusible dans notre podcast, Thibault Launay. Effectivement, alors eux, c'est plutôt de l'événementiel. Je pense qu'ils achètent des lands, donc des territoires dans des métavers, dans des univers virtuels. Et ils les vendent et les louent. Moi, je trouve intéressant, c'est le fractionnement, parce que ça donne accès à un plus grand nombre. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Et là, vous avez fait la com de cette boîte. Oui, voilà, ça c'est une des choses sur lesquelles on travaille et il y a d'autres projets comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on a aussi un projet il y a même finalement la finance traditionnelle aussi s'intéresse de plus en plus aux crypto et à la blockchain. Et il y a des passerelles aussi, c'est-à-dire qu'on a des entreprises financières qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, il y a ce projet qui est un projet scientifique qui n'a vraiment rien à voir avec la crypto, mais qui est très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous aider pour voir s'il n'y a pas des passerelles à construire avec le monde de la crypto? Ah, génial. Mais c'est pas que de la com que vous faites. Donc non, en fait, c'est aussi de la com, c'est de la mise en relation. C'est en fait, ça nous arrive souvent d'ailleurs il y a un projet qui vient nous voir, ils nous présentent ce qu'ils font. On dit tiens, c'est intéressant. Et puis là ils nous disent on fait ça, il y a un détail, on se dit tiens, on connaît quelqu'un qui fait très bien ça, on peut vous mettre en relation avec cette personne, parce que forcément comme on voit passer beaucoup de projets et qu'on connaît l'écosystème, ça nous permet en fait de mettre en relation les différentes personnes et du coup de faire avancer les choses et d'avoir différents interlocuteurs qui vont pouvoir se mettre en relation, quoi. Ok. Moi, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est qu'en fait vous avez des boîtes crypto-natives qui viennent vous voir avec peut-être des objectifs d'aller chercher des gens dans le Web 2, des clients dans le Web 2, et donc ils font pouvoir avoir un pied dans un univers, un pied dans l'autre. Et vous avez des boîtes comme ces boîtes de luxe dont tu nous parlais, qui viennent vous voir, qui sont typiquement des boîtes du Web 2 et qui viennent pour développer des projets Web 3. Exactement. Et donc ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre les deux. Et c'est le discours de vulgarisation. Exactement. Et l'accompagnement. Donc en fait, pour moi, je crois que vous faites plus que de la com, vous faites de l'accompagnement et vous faites de la transmission entre les deux univers. Effectivement, on fait vraiment on fait des allers-retours entre les deux. On fait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on va faire un travail de simplification. C'est-à-dire que nous, on va comprendre un projet qui parfois peut être complexe quand c'est de la finance décentralisée, etc. Parce qu'on sait que derrière, on va aller s'adresser à des médias ou même à des médias généralistes qui ne vont pas forcément avoir tous les codes et qui ne vont pas forcément comprendre tout de suite. Donc notre travail, ça va être de bien faire comprendre le projet. Donc pour que en fait, le message soit le plus limpide possible à l'arrivée. De raconter la bonne histoire avec le bon vocabulaire. C'est ça. Et effectivement, on fait le travail inverse. Comme tu disais, le travail inverse, ça va être que sur un projet qui vient du milieu, par exemple d'une marque de prêt-à-porter ou de luxe, qui est finalement assez simple, on va l'amener dans l'autre sens pour aller vers le monde de la crypto et le faire connaître au monde de la crypto, quoi. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens, enfin les boîtes crypto-natives, donc Web3, n'ont pas toujours conscience de leur force. Et de leurs arguments de vente auprès du Web 2. Je vais m'expliquer. On a enregistré un podcast avec un exchange en Belgique qui s'appelle Bit4You. Et lui, il veut toucher vraiment beaucoup de bons pères de famille. Et en discutant avec lui, je lui dis, mais en fait, tu as un argument de dingue, mais tu ne l'utilises pas. Le dollar cost average, c'est la meilleure façon d'embarquer les bons pères de famille, puisqu'en fait, c'est contre. Tu peux nous rappeler ce qu'est le dollar cost average? C'est d'investir une petite somme, mais très régulièrement en achetant de la crypto. Et de façon automatisée. Donc se dire, par exemple, avant, si je suis bon père de famille, avant je faisais un livret vert pour mes enfants à la caisse d'épargne. Et bien maintenant, au lieu d'aller faire un livret classique dans une banque, je vais automatiser une somme définie, 50 €, 100 €, 200 € tous les mois, sur un compte, mais qui sera donc de la crypto, qui sera stocké. Donc je m'en soucie pas. C'est vraiment comme un livret et je vais chercher à la sortie de l'école de ma fille à 18 ans, je lui donne sa clé pour qu'elle ait accès à sa crypto. Et je lui disais, mais en fait, tu es assis sur ton cœur de com, en fait. Puisque ta cible, c'est les bons pères de famille. Et en fait, il n'avait pas identifié. Et donc, c'est vraiment se dire qu'en fait, souvent, les crypto-natifs, quand ils veulent aller chercher des gens dans le Web 2, le commun des mortels, ils ont parfois des axes de com qu'ils n'identifient pas. Et donc là, c'est chouette, parce que du coup, vous les aidez. Oui, tout à fait. Ouais. Après, voilà, aussi, c'est vrai que du coup, dans ce travail aussi de vulgarisation, entre guillemets, ou de simplification, par exemple, quand on a travaillé avec Elrond, on avait fait
fait un partenariat avec un magazine, un média généraliste. Ouais. Et effectivement, bon, Elrond, c'est un produit qui est formidable, mais qui est un peu complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas la crypto. Donc, on va présenter Elrond, mais on va pour le présenter, on va faire un travail un peu. Le message qu'on va passer, ça va être un message de simplification de c'est quoi la crypto. Voilà, en gros, la crypto en 3 points. C'est une blockchain à la base, Elrond. Oui, tout à fait. Française d'ailleurs, je crois. Non, pas française, mais avec ce qui était créé par un Roumain, Elrond. Ouais, voilà. Mais effectivement, là, le but, c'est de dire, voilà, de faire connaître Elrond, mais à des gens qui ne connaissent pas forcément la crypto. Mais du coup, on va pas aller les voir tout de suite en leur parlant de blockchain et de choses comme ça. On va leur dire, voilà, c'est quoi la crypto ? Avec ça, je peux faire ça. Et avec ça, vous pouvez faire ça. Ça, c'est les avantages que vous pouvez en tirer. Toutes les possibilités sont là. Et d'ailleurs, il y a Elrond, ça permet aussi de faire ça, quoi. Voilà, Okay. En gros, pour résumer. Et là, tu envoies ton information sous forme de dossier de presse ? Alors non, nous en fait, on accompagne. Alors ça aussi, bon, dans les pistes de développement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va sûrement pouvoir créer des contenus directement, en fait. Hein, c'est un peu l'objectif aussi, c'est un de nos objectifs. Mais nous, en fait, on fait, en fait, concrètement, voilà, on va reprendre dès le début comment on travaille. On fait pas que ça, mais à la base, quand on reçoit un projet, on fait ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire qu'on va étudier le projet. Donc, ça peut être déjà regarder, même faire une recherche on-chain, c'est-à-dire regarder tous les tokens, la tokenomics, comme on dit, donc comment sont répartis tous les tokens, comment marche le projet de ce point de vue-là, regarder sur quelle blockchain il fonctionne, regarder les différentes transactions qu'il y a pu avoir, voir, voilà, l'aspect technique, c'est ça. Derrière, on va regarder quel est l'objectif du projet, qu'est-ce qu'ils proposent, quel est le service qu'ils veulent apporter, quel type de public ils veulent toucher. Et donc, du coup, à partir de ça, on va pouvoir mettre en place une stratégie de communication. Donc, en l'occurrence, quoi. Donc, on va pouvoir aller voir les différents interlocuteurs et pour communiquer sur ces projets-là. Voilà. Ok. Oui, ça, c'est sur les projets blockchain. Et alors, pour les projets. Mais sur les NFT, c'est pareil. Voilà, sur les marques, par exemple, une marque du luxe, par exemple, ou beauté, enfin une marque, je dirais grand public. À ce moment-là, le principe est vraiment différent, puisque là, on part d'une marque, on ne parle pas d'une technologie, et on dit à la marque, vous devriez embrasser cette technologie, les NFT par exemple, pour communiquer à une nouvelle cible, ou alors votre cible traditionnelle, mais aussi, tant qu'à faire, la nouvelle cible, hein, les crypto-addicts, enfin ceux qui ont déjà un wallet et qui aiment les NFT. Donc ça, comment on fait? La marque est déjà convaincue, ou elle a envie de se laisser convaincre, ou elle est réticente, ou enfin comment? Alors non, quand une marque comme ça vient nous voir, c'est que déjà ils ont envie de faire des NFT, ou alors ils les ont même déjà fait dans certains cas. Okay. Mais leur but, c'est de s'adresser justement à ces communautés-là. Donc nous, en fait, comme on a des liens privilégiés avec ces communautés-là, on va facilement pouvoir les toucher. On sait par quel canal les toucher. Donc on a donc il y a Asher, il y a tout un réseau d'influenceurs avec qui on travaille, et il y a aussi tous les médias spécialisés dans la crypto, et aussi on a des interlocuteurs chez les médias généralistes pour des projets comme ça, mais souvent quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils veulent s'adresser en particulier à la communauté. Donc on va rester dans un univers crypto, et on va avec les codes qu'il faut, on va aller les voir comme ça. Donc voilà, donc nous on va essayer de retranscrire le message que souhaite faire passer cette marque ou ce projet, et on va faire en sorte que ce message passe de la manière la plus limpide possible, quoi. Voilà. Super. Je me rends compte, en fait, parce qu'on a enregistré avec Thibaut juste avant toi, c'est qu'en fait il y a vraiment des liens entre les différentes boîtes, et qu'un client il pourrait rentrer par une porte d'entrée, par exemple par H Consulting, et se dire ok, mais je suis dans le pool, je suis rassuré, ok, je passe chez Just Mining, ou le contraire, et peut-être même avoir besoin de voice et aller chez Vivoca. Et donc c'est vraiment très, très organique et très complémentaire, surtout pour les grosses boîtes qui ont du pouvoir financier. Moi, j'aimerais revenir sur les marques. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de comprendre, parce que je suis vraiment intéressé par ce qu'on appelle le phygital, le mélange du physique et du digital. Et moi, j'ai des marques aussi qui
qui nous interrogent, Claudia et moi, et on leur dit réfléchissez à cet aspect, c'est-à-dire vous avez un produit physique, ça peut être quelque chose, un produit, une marque en général, il y a un produit physique, et puis vous avez envie de digital, je comprends. Alors on pourrait modéliser en 3D votre produit physique, ou alors on pourrait proposer une interaction, c'est-à-dire un NFT qui permettrait d'accéder à un produit physique, à un prix, etc. Donc ça s'appelle du redeemable, donc c'est une sorte de NFT qui serait un bon d'achat. Est-ce que là-dessus, concrètement, tu as une vision claire de ce que les marques doivent imaginer, ou est-ce que pour l'instant il y a trop de solutions, il y a beaucoup de solutions dans les NFT, ou est-ce que tu privilégies une solution, toi? Alors tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités avec les NFT, et ça fait aussi partie du travail qu'on fait quand on a des personnes qui s'intéressent à ça, qui veulent développer des NFT. Alors ça peut être, je sais pas, je peux donner un exemple. Une personne du monde du spectacle est venue nous voir il y a quelques temps et nous a dit voilà, moi j'ai peut-être envie de faire des NFT, mais je sais pas trop ce que je voudrais faire. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils? Et du coup là on arrive à la question de l'utilité des NFT, comme on dit. Donc c'est ça. Quelle est l'utilité des NFT? Alors effectivement, quand c'est de l'art pur, il y a souvent la phrase, on dit art is the utility, donc l'utilité c'est l'art, c'est fait pour avoir une émotion artistique, pour être beau, et ça suffit. Mais effectivement, il y a plein d'utilités possibles. Donc déjà, on a parlé un peu tout à l'heure de l'aspect communauté. Donc un NFT, par exemple, ça peut être le fait de posséder un NFT, ça peut fonctionner comme un abonnement. C'est-à-dire que grâce à ces NFT, on va recevoir régulièrement soit d'autres NFT, soit même des tokens, soit différents avantages qui peuvent être, ça c'est l'imagination, plein d'avantages différents. On peut avoir aussi un NFT qui permette par exemple d'aller rencontrer l'artiste en question, d'avoir un entretien avec lui, ou d'aller backstage. Alors si c'est un chanteur, on va backstage. Voilà. C'est ça. Ouais. Après ça peut être plein de choses en fait. À partir du moment où on a un NFT, l'avantage principal du NFT, c'est que comme on l'a évoqué un peu rapidement, c'est que non seulement la personne qui émet les NFT a accès directement à toute sa communauté, c'est-à-dire qu'il a les adresses de wallet finalement de tous les gens qui ont acheté le NFT, et donc il peut interagir directement avec ces personnes via leur wallet, parce que même maintenant il y a des choses qui se développent, c'est qu'on va pouvoir envoyer des messages, même des messages écrits via la blockchain et sur les wallets. Ça je ne savais pas, ça je l'apprends. Tu peux préciser? Oui. En fait, en gros, concrètement, le fait d'avoir un wallet, on peut envoyer ce qu'on veut, donc ça peut être un NFT, ça peut être un message, et ça c'est quelque chose qui se développe, quoi. C'est qu'on peut écrire un message et puis l'envoyer directement comme on enverrait un SMS. Mais donc ça veut dire que le wallet, non seulement tu vas y mettre toutes tes possessions et tout ce qui est tes actifs digitaux, mais qui vont peut-être être un jour ta carte d'identité, ton passeport et ton acte de naissance. Mais donc toi tu es en train de nous dire que si on peut envoyer des messages, le wallet va peut-être devenir le réseau social central. Alors c'est une possibilité. Là on est encore au balbutiement de tout ça. C'est tout nouveau, mais ça pourrait se développer. Et effectivement, quand on parle d'identité, là aussi, c'est une des utilités des NFT. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus aussi des NFT qui, sous forme de NFT, vont rassembler toute l'identité digitale d'une personne et du coup la sauvegarder. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire les data santé. Voilà, on peut aussi par exemple, c'est-à-dire que si on va à un concert ou dans un endroit où il faut avoir, il faut avoir 18 ans pour rentrer quelque part, par exemple, on va pouvoir montrer grâce au NFT qu'on a cet âge-là, on a 18 ans, sans forcément dévoiler les autres, son nom ou autre, on va juste montrer son âge. Et tu me fais penser au fameux POAP, le POAP, ou le POAP, qui est un NFT qui certifie que vous avez participé à un événement physique, ou même digital d'ailleurs. Et donc on reçoit un POAP, c'est un NFT de récompense pour dire j'y étais. C'est ça. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que le wallet devient le garant de mon identité. En fait, le wallet est le reflet de qui je suis. De qui je suis et de ce que j'ai. Exactement. Un peu comme finalement un wallet, c'est la traduction c'est un portefeuille. Dans un portefeuille, jusque-là, on avait ses papiers, son argent, éventuellement la photo de ses enfants, etc. Voilà, même la photo de ses enfants, effectivement. Et là, finalement, dans un wallet blockchain, on va rassembler tout ça de la même manière, mais sous forme digitale et blockchain, quoi. Ah, on entendait du bruit là. Ouais. Voilà. Mais donc c'est très intéressant parce que nous on a souvent ces questions-là. C'est oui, mais le wallet ça sert à quoi? En fait, on est à la construction du monde du wallet et donc on va pouvoir y mettre de plus en plus de choses. Et puis il y a plein de boîtes qui vont se construire sur la blockchain, comme la gestion des data santé, comme la gestion des papiers d'identité, la gestion de tout ce qu'on possède en fait.
de tous les certificats de ce qu'on possède, parce que quand on pense certificat, on se dit mais tiens, ça commence et ça finit où? Mais en fait, le certificat, les numéros d'identification, donc c'est large. Ça veut dire que le certificat d'immatriculation de la voiture avec le numéro de châssis qui correspond au numéro de châssis frappé, il sera dans mon wallet. Et donc très très intéressant. Moi j'avais plein de questions, j'ai oublié là, tout d'un coup. T'en as une toi? Oui, c'est parce que sur les marques toujours, j'aimerais vraiment que tu me dises ta vision à toi. En fait, j'aimerais avoir ta vision sur l'avenir des marques, comment elles peuvent réfléchir à ça. C'est-à-dire que est-ce que tu penses que l'idée c'est de faire basculer tous les clients traditionnels qui aujourd'hui n'ont pas de wallet, c'est-à-dire la grande majorité des gens, comment on va les faire basculer? Ça s'appelle l'adoption massive. Elle va passer par quoi, à ton avis, cette adoption massive? Je pense elle est déjà enclenchée d'une certaine manière. Après, effectivement, on risque d'y avoir une accélération, à mon avis, dans les prochains mois, au fur et à mesure qu'on va en parler de plus en plus. Et effectivement, on parlait de l'art, c'est une bonne porte d'entrée vers les NFT parce que c'est quelque chose qui est facile à comprendre. C'est plus facile de comprendre un NFT d'art que finalement des NFT avec d'autres types d'utilités. Et donc finalement ça démocratise aussi la chose un petit peu, mais je pense qu'effectivement pour les marques, pour une marque, en fait, il y a beaucoup de marques qui disent voilà, on va faire des NFT, mais faire juste une collection de NFT, en fait, ça sert pas à grand chose. Il faut penser le NFT effectivement en termes d'utilité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire qu'il y a encore tout à inventer. C'est-à-dire que finalement, on en est au point. Finalement, on peut comparer ça à l'internet dans les années fin des années 90. Je sais pas vous ce que vous avez fait quand vous avez découvert Internet, mais voilà, on savait pas trop quoi faire dessus. On savait pas comme les premiers ordinateurs non plus, on savait pas quoi faire. Voilà, je sais que moi, une des premières choses que j'avais fait, c'était par exemple, j'avais téléchargé des paroles de chansons et je les avais imprimées, par exemple. Voilà. Mais pour moi, c'était ça l'utilité d'Internet. Mais après, on a bien vu qu'il y avait des utilités quasiment infinies et qui se sont inventées au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, il y a des nouvelles utilités qui apparaissent. C'est un peu comme le mail. On se connectait une fois par jour pour aller chercher son mail. C'est mail. Et maintenant, on est connecté toute la journée non-stop partout. En fait, ce que tu dis, c'est que ça permet le Web3 de repenser la relation au client. Voilà. Alors, justement. Ça permet de créer un lien. Alors créer le lien, justement, le lien d'appartenance. Et nous, on a fait un tableau sur les particularités des différentes générations, en commençant de la génération boomer et puis X, Y, Z, avec les comportements, les attentes. Et en fait, typiquement, par où ils se connectaient, leurs habitudes, je peux te le partager si tu veux, très intéressant. Et en fait, la dernière génération, ce qui la caractérise, c'est plus le Facebook Connect ou le Twitter Connect, c'est le Wallet Connect. C'est je construis le monde, je définis les règles du monde dans lequel je vis, mais c'est aussi, j'ai besoin d'avoir du lien d'appartenance. Et ça a été évidemment accentué en post-Covid, puisque pendant le Covid, les jeunes ont été très très mal, puisqu'en manque de liens, et donc ça a vraiment accéléré cette recherche de liens à travers les communautés. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on dit quand on fait des présentations en marque, on leur dit, votre rôle, c'est de créer ce lien d'appartenance. Et le social token, il sert à ça. C'est à créer du lien avec une relation particulière. J'ai un social token, j'ai l'impression que je suis la marque. Je suis intégrée à la marque. Et surtout, nous, les marques, elles nous disent « Oh, mais attendez, on a fait une transformation, le digital, ça nous a pris 15 ans, avec tout ce que ça comporte. Digital, e-commerce, maintenant, en e-commerce, on commence à bien fonctionner, et vous arrivez avec la blockchain. » Et on leur dit « Mais non, en fait, c'est le prolongement. » Parce qu'en fait, aujourd'hui, la frontière entre le physique et le virtuel, c'est devenu très poreux. En fait, le digital est devenu très ludique. Les filtres sur les réseaux, enfin, on sait même, je n'ai pas d'exemple à donner parce qu'en fait, il y a beaucoup d'exemples. Et en fait, le rôle des marques, et ça, c'est une question que je te pose, moi, c'est mon avis, c'est qu'elles doivent pouvoir proposer du physique et du virtuel et que la relation soit continue avec ce lien d'appartenance. Donc, qu'est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Et aussi, sur la gamification. Ça, j'aimerais t'entendre parce que les marques qui arrivent et qui débarquent, mais enfin, tout ça, c'est du jeu vidéo. Moi, c'est pas du tout mes valeurs. Et c'est pas ma cible. Alors qu'on avait les chiffres du gaming, c'est quand même effrayant. Ouais, ça, effectivement, oui, c'est un vaste sujet, effectivement, qui est encore embryonnaire, qui en est qu'à ses débuts. Non, mais pour le côté, effectivement, d'appartenance et encore une fois, de communauté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que posséder un NFT, donc même un NFT
lié, du coup, dans l'occurrence pour les marques, de posséder un NFT lié à une marque, ça crée un lien directement entre c'est pas des consommateurs parce que c'est un mot, voilà, mais entre les personnes qui ont les possesseurs du NFT et entre la marque. On a ce lien puisque la personne l'a dans son wallet. Donc son wallet, comme on vient de le dire, c'est un peu sa vie, hein, d'une certaine manière, c'est son portefeuille numérique sur la blockchain où on peut mettre plein de choses dedans. Donc du coup, il y a un lien qui est direct, et c'est-à-dire que sans même avoir à rien faire, si on possède le NFT d'une marque, on peut se réveiller demain et puis la marque nous aura envoyé un cadeau dedans, quoi. C'est-à-dire que personnaliser le cadeau. Personnaliser éventuellement, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ou même le fait de posséder ce NFT, effectivement, les passerelles avec le monde physique, je sais pas, une marque de luxe de vêtements, par exemple, va pouvoir inviter les personnes qui ont le NFT au défilé de la dernière collection de la marque, par exemple, quoi. Oui. Ça peut être un exemple d'utilité parmi d'autres, quoi. Donc effectivement, il y a ce lien qui se crée, non seulement donc là encore une fois entre la marque et les utilisateurs, mais aussi entre la communauté qui sera rassemblée autour de la marque et qui va pouvoir échanger via justement les Discord et d'autres réseaux sociaux, ouais, et qui va pouvoir avoir une existence dans le temps et suivre l'évolution de cette marque, quoi. Et c'est-à-dire que même sur le Discord, il y a de plus en plus ce qui se fait, c'est que on a dit ce que c'était tout à l'heure, Discord. Parfois, les personnes qui ont un NFT vont avoir accès à des parties du Discord auxquelles les autres n'auront pas accès. Donc du coup, par exemple, à des informations en exclusivité, c'est-à-dire que la marque peut annoncer, tiens, je parle encore dans le cas d'une marque de vêtements, tiens, dans 2 semaines, il y a une nouvelle collection qui va sortir, et ils peuvent l'annoncer en exclusivité aux possesseurs du NFT via le Discord, par exemple. Ça peut être un exemple d'utilité, encore une fois. Okay. Voilà. Donc, et sur la gamification, tu as un discours là-dessus, tu leur tiens un discours parce que ça les inquiète, ça les interroge en fait, ça. Ouais, sur la gamification, c'est encore tout nouveau. Après, gamification, c'est un mot effectivement qui est large, mais je pensais à un exemple là récent de gamification de quelque chose dont les gens qui s'intéressent au NFT, à la crypto, il y a beaucoup de gens qui l'ont. C'est une application qui s'appelle Stepen. Là, on est dans la pure gamification, dans le sens où le fait on achète une basket en NFT et après, avec cette basket, on va pouvoir aller marcher ou courir avec son téléphone. Et donc le téléphone, il sait si tu es en train de marcher, il sait si tu es en train de courir. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Okay. Dans la vraie vie. Là, on n'est pas dans le métaverse, on est dans la vraie vie. Mais on a le NFT dans sa poche via son téléphone, via le wallet qui est sur son téléphone. Okay. Et du coup, on va gagner de l'argent en fait en marchant ou en courant. Ah, j'ai vu ça. Voilà, c'est Stepen. Donc on peut imaginer que des marques, des grandes marques de sport qui font du running par exemple, pourraient être intéressés par ce genre de choses, pour dire voilà, on peut proposer une expérience supplémentaire aux consommateurs, aux gens qui achètent nos produits. On peut leur proposer carrément de gagner même de l'argent en utilisant nos produits et en allant du coup courir avec les vrais baskets dans la vraie vie, mais du coup avec la version NFT aussi sur le wallet qui permettra du coup justement de gagner de l'argent comme ça, quoi. Donc ça, c'est un exemple de gamification que les marques peuvent utiliser. Mais dans la gamification, en fait, tout est possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut rétribuer les gens finalement avec des tokens, on peut imaginer toutes sortes d'utilités et les marques peuvent développer plein de choses pour permettre à tout le monde finalement d'en profiter. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans le Web 3 finalement, c'est que finalement tout le monde en profite. C'est-à-dire qu'à la fois les marques, les gens qui émettent les NFT ou qui émettent les cryptos en profitent, mais les gens qui les utilisent en profitent aussi, ils peuvent gagner de l'argent aussi en utilisant les choses. C'est-à-dire que c'est là où la grande différence finalement entre le Web 2 et le Web 3, c'est ça, c'est que en fait les utilisateurs profitent aussi, y compris financièrement, de l'utilisation qu'ils font de la chose. C'est-à-dire que dans le Web 2, on sait que par exemple quelqu'un qui s'inscrit sur un réseau social qui va l'utiliser, finalement il donne ses données à quelqu'un qui va les revendre à sa place et qui va faire de l'argent avec ces données. Alors que sur le Web 3, justement, on a la possession de ces données et on va pouvoir gagner de l'argent avec ses propres données, y compris si c'est des données qui disent qu'on a fait 10 km en courant aujourd'hui. Et rappelons que quand tu dis on court et on gagne de l'argent, en fait, pour être précis, on gagne des tokens. Ces tokens, on n'est pas obligé de les transcrire en euros ensuite, on peut les garder. Ouais. Ces tokens permettent d'accéder à d'autres services, on peut dépenser ces tokens autrement que de récolter de l'euro finalement, enfin, les transformer en euros. Bon, en tout cas, Mathis, on n'a pas vu le temps passer. Je vois on est à la fin de l'épisode et franchement, c'est passionnant. On pourrait encore. On pourrait faire plusieurs épisodes en fait. Parce que tu as abordé plein de thématiques. Ouais, le champ est vraiment vaste et immense. Sur les marques, on reviendra te voir parce qu'on a encore plein de questions sur les marques. Elles sont en ébullition. C'est incroyable ce qui se passe. Ok. Tu veux passer un message aux marques qui t'écoutent, qui nous écoutent? Venez nous voir. On a plein de conseils à vous donner.
contacter et si on peut vous aider, on est là. Voilà, donc H Consulting, on vous trouve évidemment très facilement partout. Et on recrute. Voilà. Et où trouver les offres d'emploi sur ton LinkedIn? Sur Twitter, H Consulting notamment, et sur mon LinkedIn de Mathis Meichler aussi. Voilà. Parfait. Tu sors le truc des étoiles? Ah bah oui, les étoiles, mettez-nous des étoiles sur notre podcast. Des étoiles, non? 5 étoiles, c'est mieux. Un petit commentaire, c'est encore mieux, et ça nous aide à remonter dans les algorithmes et à nous rendre plus identifiables, plus trouvables facilement. Voilà, et si vous voulez les infos croustillantes sur les enregistrements qu'on fait et recevoir toutes les semaines le dernier épisode dans votre boîte mail, n'hésitez pas à cliquer sur le call to action de notre site nftbusiness.tech. Et si vous avez des projets NFT, des projets crypto, des projets, venez nous voir, on vous renverra vers les bonnes personnes au bon moment et on sera toujours ravis de vous donner notre avis en préambule. Merci encore Mathis. Merci à vous. Merci Mathis, c'était super.